Maître Tantin, bonjour. Bonjour. Nous rappelons donc que vous êtes le président de la Chambre des notaires. Oui. Avec vous, nous poursuivons ce fameux thème de l'indivision. Et surtout, aujourd'hui, comment éviter de se retrouver dans la situation d'indivision. Mais avant ce fameux grand thème, rappelons à tous ceux qui ont raté les deux précédentes émissions, nous avons défini cette notion d'indivision par la notion de partage et par cette notion de gestion préalable. Oui. Déjà, rappelez-nous, l'indivision, pour ceux qui entendent ce mot pour la première fois. D'accord. Donc l'indivision, c'est la situation dans laquelle se trouvent plusieurs personnes qui sont propriétaires en même temps du même bien. Ça peut être un bien ou plusieurs biens. Donc plusieurs personnes exercent les mêmes droits, des droits de propriété en général, sur un même bien. Pour que ces gens-là puissent agir sur ce bien-là, il faut qu'ils soient tous d'accord. La règle était la suivante, il faut qu'il y ait l'unanimité pour qu'on puisse vendre, par exemple, un bien de l'indivision. Nous avons vu qu'une loi récente a permis de gérer un peu plus, avec un peu plus de souplesse l'indivision, puisqu'elle a permis qu'une majorité des 2/3 des droits indivis puissent faire certains actes pour pouvoir faire avancer les choses et puis essayer de sortir de l'indivision. Mais brièvement, un indivisaire peut toujours accomplir seul. Un indivisaire, c'est celui qui fait partie des propriétaires. Donc l'un des indivisaires peut accomplir seul des actes conservatoires. Par exemple, je reprends le même exemple d'une maison qui risque d'être détruite par un cyclone. L'un des indivisaires se rend compte que la porte est fermée, est mal fermée, il va la consolider. Il a le droit. Il a le droit de le faire parce que ça permet de sauvegarder le bien. Donc, indépendamment de ces actes conservatoires, la majorité des 2/3 des droits indivis peut prendre des actes de disposition, par exemple faire un bail, c'est-à-dire une location d'habitation, mais pour la majorité des actes de l'indivision, des actes sur les biens de l'indivision, c'est la règle de l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord, il n'y a pas de prééminence, il n'y en a pas un qui compte plus que les autres, il n'y a pas de problème de droit d'aînesse, il n'y a pas de problème de majorité, tout le monde a son mot à dire et il suffit qu'un seul ne soit pas d'accord, par exemple, pour que le bien individu ne puisse pas être vendu. Voilà, grosso modo, la définition de l'indivision et le risque qui pèse sur l'indivision, ce qui nous amène à dire que l'indivision doit être une situation temporaire et qu'il faut tout faire pour en sortir. Nous avons évoqué également la possibilité de faire un partage. La règle étant le partage amiable. Tout le monde est d'accord, on partage des biens, on attribue des lots, et en cas de désaccord, ou encore on n'arrive pas à s'entendre sur la formation des lots, on peut demander au tribunal de se prononcer, qui nomme un expert. Il y a une procédure qui se met en place. Donc à côté du partage amiable, il y a le partage judiciaire qui permet également de sortir de l'indivision. D'accord. Nous voyons aussi dans cette notion de partage que vous pouvez y avoir des difficultés au niveau de l'indivisaire absent, donc des ayants droit absents ou considérés comme incapables ou défaillants. Succinctement, en même pas 30 secondes. Alors, les indivisaires incapables, ce sont les indivisaires qui n'ont pas la capacité d'agir, soit qu'ils sont mineurs, soit qu'ils sont majeurs, sous tutelle. Donc pour ces indivisaires, il y a une procédure qui permet de faire intervenir le juge. Le juge qui, là encore, la procédure a été allégée pour permettre un partage plus facile. S'il y a un indivisaire, l'un des indivisaires qui ne se prononce pas, qui ne dit rien, on ne sait pas ce qu'il veut, c'est ce qu'on appelle un indivisaire défaillant. Dans ces conditions, là encore, le texte permet de faire nommer quelqu'un qui le représentera et le partage sera validé ensuite par le juge. Et aussi, vous nous disiez, dans cette notion de partage, on peut aussi imposer par voie de justice à l'un des indivisaires, donc ayant droit, à statuer, à intervenir. Absolument. L'indivisaire qui ne dit rien, qui ne prend pas position, on peut le mettre en demeure. Au bout de 3 mois, s'il ne répond pas à la mise en demeure d'avoir à prendre position, on demande au juge de désigner quelqu'un qui le représente et c'est le juge ensuite qui valide le partage qui a été signé par le mandataire en question. Alors, merci maître. Aujourd'hui, nous rappelons donc c'est le thème comment éviter de se retrouver dans cette situation d'indivision, qu'on ait choisi d'y entrer en tant qu'indivision ou qu'on le soit de manière naturelle par ce bien de l'héritage. Je rappelle que notre base de travail s'effectue sur l'article 815 et suivant du Code civil pour ceux qui veulent feuilleter en même temps. Et cette fameuse loi que nous citions, qui a révolutionné cette notion d'indivision, c'est cette loi du 23 juin 2006. Donc déjà, dans cette notion, comment éviter de se retrouver en indivision, il y a cette fameuse
action qui est la donation. Expliquez-nous qu'est-ce qu'on doit comprendre par donation dans l'indivision. Alors, l'article 815, c'est un article qui ouvre le chapitre de l'indivision dans le Code civil. C'est un article par lequel la loi édicte fortement que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. C'est ce qui explique qu'on puisse faire une action en justice pour sortir de l'indivision. Je vous rappelle qu'il y a globalement deux manières d'entrer dans l'indivision. L'indivision volontaire, ce sont des gens qui décident ensemble d'acheter un bien, donc d'être ensemble propriétaires d'un bien. Et puis, la plus grande majorité des cas, l'indivision forcée, l'indivision subie, celle que nous connaissons à l'occasion des successions. C'est-à-dire qu'un propriétaire décède, ses héritiers se retrouvent tous ensemble propriétaires de ces biens, ce sont des héritiers qui sont dans l'indivision. Alors, pour éviter l'indivision, puisque nous avons vu que c'est une situation qui n'est pas facile, qui est à l'origine de nombreux conflits et qui n'est pas très positive au niveau de la circulation des biens. Encore une fois, il faut l'unanimité, tout le monde doit être d'accord pour pouvoir céder ou vendre un bien. Alors, nous proposons, nous préconisons aux propriétaires qui sont aussi des parents, nous leur proposons d'éviter de laisser des biens dans l'indivision. Pour éviter de laisser des biens dans l'indivision, il y a une voie royale qui est celle de la donation-partage. Qu'est-ce qu'une donation-partage? C'est un acte par lequel des parents vont donner et distribuer entre leurs enfants soit la totalité, soit une partie, la plus grande partie de leurs biens. Donc, ils donnent et ils distribuent. Le partage se fait donc sous l'autorité des parents. Et les parents convoquent les enfants, les invitent plutôt à discuter, à se mettre d'accord. Et l'autorité morale que les parents exercent à ce moment-là facilite le partage des biens. Donc les enfants savent tout de suite qu'ils seront propriétaires de tel ou tel bien et il y a un acte qui concrétise tout cela, c'est l'acte de donation-partage. Acte qui veut dire qu'on valide tout ça toujours par voie notariale. Toujours. La donation étant un acte solennel, la donation est un acte solennel, doit être reçu par un notaire. La donation-partage suit le même régime. Il faut que ce soit un acte authentique établi par notaire qui constate l'accord des parties pour se répartir tel ou tel bien. Pour éviter qu'après le décès, il y ait deux oppositions. Voilà. Après le décès, les choses sont claires puisqu'on a déjà partagé des biens. Chacun sait déjà ce qui va lui revenir. Est-ce que, je profite, je fonctionne avec vous en réaction. Oui, je vous en prie. Est-ce que si des personnes qui nous écoutent n'avaient pas fait cette notion notariale, c'est-à-dire valider le vœu du parent de son vivant par vos collègues, est-ce que ça veut dire qu'il reste un recours à ceux qui n'étaient pas d'accord ou qu'on n'avait pas invité ce jour-là? Alors, ceux qu'on n'avait pas invités, c'est-à-dire que vous vous placez dans la situation où une donation-partage intervient entre des parents et certains enfants et d'autres n'y sont pas. C'est bien cela. Je prendrai un exemple. Oui. Il y a des conflits naturels qui peuvent survenir dans des maisons, des familles. Il y a aussi, nous en parlions avec le procureur, que tous les ayants droit en termes d'héritage, sans forcément passer par ce testament, qui est que tous les enfants, mariage et hors mariage, ont les mêmes droits. Absolument. Or, culturellement, certains ont tendance à considérer qu'un enfant hors mariage n'a pas de droit sous la propriété de leurs parents. Donc, justement, si jamais, à défaut par influence, des parents ne convoquaient ou n'invitaient que les enfants en mariage, mais ne faisaient pas d'acte notarial, est-ce que pour les autres, il y aurait un recours du fait que ce ne soit pas validé par un notaire? Alors, c'est au moment du décès que les choses se précisent. Donc c'est au moment du décès, au moment de l'ouverture de la succession, qu'on détermine qui sont les héritiers. Donc quels sont les ayants droit. Qui est-ce qui a droit et qui a droit à quoi? La règle est désormais établie maintenant. Tous vos enfants ont des droits égaux. Qu'ils soient des enfants légitimes, qu'ils soient des enfants naturels, hors mariage, avant mariage, ils ont les mêmes droits. Si, par mégarde, de votre vivant, vous partagez des biens, par une donation-partage, et que vous en oubliez quelques-uns,
quelques enfants, un ou deux, peu importe, eh bien, ils ont le droit, le jour où votre succession est ouverte, de réclamer leur part. Ils ont le droit de dire, nous avons été lésés puisque nous n'avons pas obtenu ce à quoi nous avons droit. Or, nous sommes les enfants. Même s'il y a eu un acte notarial du vivant du parent. Absolument. Voilà. Ce n'est pas parce que vous aurez fait un acte authentique. Je vous le rappelle, la donation-partage peut ne concerner que certains enfants. En général, tous les enfants sont concernés. Mais on peut parfaitement admettre que sur 8 enfants, il y en a seulement 6 à qui on fait donation-partage. Donc, il y a deux choses l'une. Ou bien on laisse une part suffisante pour les deux qu'on n'a pas appelé la donation-partage, ou on ne leur laisse rien. Si vous ne leur laissez rien, mais le jour où la succession est ouverte, ils vont faire des comptes. Ils vont dire, voilà, le patrimoine de notre parent, c'était ça. Or, nous constatons que certains héritiers ont tout reçu, et nous n'avons pas reçu notre part. Or, la règle est simple, c'est la loi qui le dit, c'est l'égalité, chaque enfant a droit à ce qu'on appelle sa réserve, une part réservataire. Minimale. Minimale. Vous ne pouvez pas déshériter un enfant. Vous ne pouvez pas décider que dans votre succession, celui-là n'aura rien. Voilà. Eh bien justement, avant de créer quelques difficultés dans des familles qui nous entendent, ah bon, pas de ça, arrivez-moi à présent. Parlons déjà des avantages de cette donation-partage validée par voie notariale. Alors, l'avantage le plus important, c'est la paix des familles, encore une fois. Puisque par la donation-partage, si vous réunissez tous vos enfants, que vous leur donnez les biens, vous savez qu'il n'y aura plus de difficultés. Il n'y aura plus de difficultés lors de votre succession. Les biens sont déjà partagés, donc il n'y aura pas de querelle, il n'y aura pas de combat pour savoir qui a quoi, puisque vous avez déjà, par un acte, établi les règles. Le deuxième avantage, qui est un peu plus subtil, c'est que ça permet également de fixer définitivement la valeur des lots. D'accord ? Parce que, encore une fois, je vous le dis, c'est au moment de la succession que l'on va déterminer les droits de chacun. Et lorsqu'on va déterminer les droits de chacun, il ne faudrait pas que celui-ci dise que, ah oui, moi j'ai reçu un lot qui valait 100 à l'époque, mais aujourd'hui il vaut 50, donc je n'ai pas ma part. Par une donation-partage. Si tous les enfants interviennent, on a fixé la valeur des lots une fois pour toutes. La donation-partage permet aussi d'éviter ce qu'on appelle le rapport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne dit pas qu'on va rapporter les biens à la succession. Mais ça, ce sont des détails techniques qu'on pourrait revoir dans un cas un peu plus précis sur tel cas particulier. L'avantage le plus important, c'est la paix des familles et c'est la possibilité d'arrêter définitivement, au jour de la donation-partage, la valeur des biens. Il n'y aura plus de discussion sur cette valeur de biens. Alors, dans cette fameuse question-réponse spontanée de votre part, qui peut recevoir par donation-partage, est-ce que dans cette notion d'invitation, convocation à cette grande réunion de famille, une parente, quand on parle d'héritage supposé, peut inviter autant ses enfants que des personnes à qui elle veut offrir, qui n'ont qu'un lien du sang, aucun lien naturel? Alors, la donation-partage vise uniquement les descendants. Ça se fait entre ascendants et descendants. Les parents, évidemment, éventuellement les petits-enfants. On ne peut pas inclure des étrangers dans une donation-partage, sauf un cas particulier. Si vous faites donation-partage, dans cette donation-partage, s'il y a une entreprise, vous pouvez faire intervenir à cette donation-partage quelqu'un qui est étranger à la famille. Imaginons qu'un chef d'entreprise fasse le partage de ses biens entre ses enfants. Parmi les enfants, il n'y en a aucun qui sera intéressé pour reprendre le garage de mécanique, par exemple, le fonds de commerce de garage mécanique. Il peut parfaitement faire intervenir quelqu'un, son chef d'atelier, je ne sais pas, quelqu'un à qui il veut donner ce bien-là. C'est le seul cas de figure où la loi permet à un étranger de participer à la donation-partage avec les enfants de la personne qui donne. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans la donation-partage, vous pouvez faire intervenir des enfants de lits différents. Parce que n'oublions pas que nous sommes à une époque où, vous connaissez le principe, le phénomène des familles recomposées, décomposées. On se retrouve aujourd'hui avec des familles où il y a des enfants de lits différents. Les gens se sont remariés, où ils vivent en concubinage, où ils sont pacsés, et on a plusieurs enfants d'origine différente. On permet aujourd'hui à des parents de faire donation-partage des biens communs, donc des biens qu'ils ont achetés ensemble, y compris à des enfants qui ne sont pas du même lit. Des enfants
que monsieur a eu lors d'un premier mariage ou que madame a eu lors d'un premier mariage peuvent participer à une donation-partage qui serait faite par les deux époux à un moment donné avec les autres enfants légitimes du couple marié. Alors, deux questions avant que l'on passe à la suivante, un peu plus officielle. Est-ce que dans cette notion de donation-partage officielle, donc validée par voie notariale, un parent peut décider de sauter une génération? Ça veut dire que ce soit par rapport à des liens affectifs absents ou délibérés, vous, son enfant direct, il ne veut rien vous donner de son vivant, en tout cas le décider, mais vos petits-enfants, il ne veut pas qu'ils en perdent, donc il décide qu'eux auront, que ce soit ils mettent sous tutelle en attendant leur majorité. Donc est-ce qu'il a ce droit-là par voie notariale? Et le deuxième point, parmi les enfants, comme il faut qu'il y ait un lien, l'un de vos enfants directs était marié ou d'un second mariage, il décède avant votre propre décès, donc il lui reste sa nouvelle femme, nouvelle, donc vous n'avez pas forcément de rapport affectif particulier avec elle. Est-ce que vous avez obligation, au nom du mariage, du lien qu'elle a avec votre fils, quelle est la part de votre fils? Deux questions. Alors, je répondrai tout d'abord à la deuxième parce que c'est plus simple. L'époux ou l'épouse n'est pas dans la famille du sang. C'est-à-dire que... Il faut qu'il y ait un lien de sang. L'épouse n'a pas, dans votre cas de figure, n'a pas vocation à recevoir quoi que ce soit de la part des parents. Elle n'est pas partie à la donation-partage. La donation-partage concerne les ascendants et les descendants, donc les enfants de la personne qui possède, pas les conjoints. Donc le risque pour elle, c'est que le jour où il y aura décès de ce haut parent, que les autres enfants pourraient lui dire de quitter le terrain, quitter la maison où elle est. Éventuellement. Si elle n'a eu aucun enfant de son propre mariage. Si elle n'a eu aucun enfant de son propre mariage, elle n'a pas de droit particulier, elle n'a pas de droit particulier, donc elle n'a pas de droit à demander dans une succession qui n'est pas la sienne. Ce n'est pas sa succession, c'est la succession de son époux. Donc sa seule sauvegarde aurait été d'avoir eu un enfant de son mariage. Je ne dis pas que c'est sa seule sauvegarde. Mais naturelle. Si elle a eu un enfant du mariage, l'enfant a les droits qu'avait son père. Donc, et naturellement, elle, comme tutrice, en tant qu'administratrice légale, elle va gérer les droits et les biens de l'enfant en question. Sur la première question, vous pouvez, depuis la loi du 23 juin 2006, comprendre dans une donation-partage des enfants et des petits-enfants. Vous pouvez avoir également la possibilité pour des enfants de renoncer à participer à une donation en disant « je cède la place à mes petits-enfants ». Mais il faut qu'ils soient d'accord. Il faut qu'il soit d'accord. Que ce fils soit d'accord à renoncer sa part pour ses propres enfants. Oui, parce que le problème sera le suivant. Dans la succession de son père, il a droit à une part. Il a droit à sa part. C'est-à-dire que s'il n'intervient pas pour dire « je souhaite que ce soit mes enfants qui en bénéficient et pas moi », ben, le jour où le grand-père entre nous décédera, lui il dira « mais attendez, où est ma part? Je n'ai rien. Je vois bien que mon frère a eu, ma soeur a eu, mes enfants ont eu, mais moi, je n'ai rien. Donc, je demande qu'on me donne ma part. Alors, revenons sur la question pour être sûr que tout le monde nous a suivis. Donc, un grand-parent qui a eu des difficultés affectives avec l'un de ses enfants, donc il voudrait ne rien lui céder, mais par rapport aux petits-enfants avec lesquels il n'a aucune difficulté affective, ne veut pas, eux, les léser au niveau en termes d'héritage. Donc, par voie notariale, il pourrait à ce moment-là, donc si j'ai bien compris ce que vous dites, quand même donner à ses petits-enfants sans que le parent, le fils direct ou la fille directe en ait, mais seulement si elle est d'accord. Il faudrait que l'enfant soit d'accord, sinon, encore une fois, même mineur, d'accord. L'enfant, c'est-à-dire le premier. Vous avez trois, le grand-père, l'enfant et le petit-enfant. Voilà. Le grand-père veut donner au petit. Voilà. Mais s'il saute son enfant, son propre enfant, ben son propre enfant a le droit de réclamer des droits le jour où il décédera. Il dira, mais quel droit vous m'avez laissé? Donc, par contre, s'il intervient la donation-partage pour dire qu'il cède sa place à ses enfants, ses propres enfants, la question est réglée. On peut aussi imaginer que les grands-parents donnent directement aux petits-enfants certains biens, puisqu'ils ont des abattements fiscaux et ils paient des droits de façon tout à fait réduite. Tout est possible aujourd'hui parce qu'on a une fiscalité très avantageuse. Alors justement, ils peuvent donner certains biens. Arrivons à cette avant-dernière question qui est que peut-on dire? Arrivons à cette avant-dernière question qui est que peut-on donner? Parce que autant il y a tout ce qui est mobilier, alors je vais faire un jeu de mots. Tout ce qui est mobilier, c'est tout ce qui est mobile.
Oui. Donc, les télés, les meubles, etc. Et tous les biens immobiliers, c'est tout ce qui est immobile, comme la maison, la terre, le jardin. Alors, qu'est-ce que l'on peut donner, justement? On peut tout donner. On peut tout donner, mais vous comprendrez qu'il y a une... Comme vous avez fait la distinction entre les biens mobiliers et les biens immobiliers, il faut trouver le juste milieu pour ne pas encourir de critiques. On prend un exemple. Si vous avez 500 000 euros, que vous avez 5 enfants, vous donnez à chacun d'eux 100 000 euros. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de contestation. N'est-ce pas? Chacun a reçu 100 000 euros, on n'en parle plus. On parle bien de votre vivant. Hein? De votre vivant. Par contre, si vous avez un terrain, Morne, vue sur mer, derrière Vallon, vue sur rivière, inconstructible, etc., et que vous devez partager entre ces 5 enfants, vous voyez bien qu'il y a une difficulté parce que les lots ne seront pas forcément de même valeur. Donc aussi bien il est facile de partager des biens mobiliers comme des sommes d'argent, comme des valeurs, des titres sociaux, des parts sociales, c'est facile parce que, encore une fois, les biens mobiliers, on peut parfaitement, ce sont des sommes liquides de valeur égale. Autant pour les biens immobiliers, je vous rappelle le principe de l'expertise et je vous rappelle également le principe de la soulte, c'est-à-dire que chaque enfant devant recevoir une part égale, s'il y en a un qui reçoit plus que l'autre, il faut qu'il puisse dédommager celui qui n'a pas suffisamment reçu par le principe de la soulte. La soulte étant soit une somme d'argent, soit un arrangement quelconque. Donc, on peut tout partager. On peut partager aussi une partie seulement de ses biens, dans un premier temps. Faire le reste après. On peut partager entre certains enfants, donner ensuite à d'autres enfants. Et surtout, le plus grand frein au partage, ce qui fait que le plus souvent, nous nous trouvons dans des situations mal préparées, des situations de succession qui ne sont pas préparées et qui terminent dans des indivisions malheureuses. C'est un frein psychologique, parce qu'on a toujours l'impression que lorsqu'on donne un bien, on disparaît un peu. C'est comme si on mourait un peu en donnant un bien. On donne un bien, donc on se dépouille. Et puis quand vous donnez, vous ne pouvez plus reprendre. Donc il y a là un frein psychologique très important. La solution a été déjà établie depuis bien longtemps. Lorsque des parents veulent faire donation-partage entre leurs enfants, mais que la donation-partage porte sur tous les biens, nous leur conseillons de faire une donation-partage qui ne portera que sur la nue propriété du bien, pendant que eux, tant qu'ils seront en vie, vont conserver l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance du bien. On va prendre un exemple, je sais que vous allez me dire, oui. Donnez-moi un exemple concret. En moins d'une minute. En moins d'une minute. Entre le nu propriétaire et l'usufruitier, c'est un peu comme si vous avez un véhicule automobile, vous êtes propriétaire, vous achetez le véhicule au nom de l'enfant qui a la carte grise, donc c'est bien, ça lui appartient, mais tant que vous êtes en vie, c'est vous qui conduisez la voiture, c'est pas lui. Donc vous avez la jouissance de la voiture, mais pas lui. Un autre exemple, c'est comme le locataire. Vous êtes propriétaire d'une maison, mais vous l'avez par exemple donné à votre enfant qui est le véritable propriétaire, mais vous l'occupez tant que vous êtes en vie. Vous vous comportez comme un locataire, vous êtes l'usufruitier, vous avez la jouissance. Donc ça permet aux parents de donner le bien tout en gardant l'utilisation de ce bien et éventuellement tout en pouvant tirer des revenus du bien. Dans votre donation-partage, il se peut parfaitement qu'il y ait des biens qui sont des locaux à usage de location, à usage de bureau. Pour ces biens-là, les parents qui ont besoin d'un revenu complémentaire peuvent parfaitement faire donation aux enfants de la nue propriété du bien, tout en gardant la jouissance, ce qui leur permet d'avoir des revenus. Une dernière question dans cette notion, que peut-on donner, j'avais envie de dire, de manière quantitative, ou à quel historique l'on peut commencer à compter? Est-ce que l'on doit commencer à compter à partir du moment où l'on envisage cette notion de donation-partage par voie notariale? Je prends un exemple, pour tous ceux qui connaissent cette fameuse histoire du fils prodigue,
donc qui avait réclamé sa part d'héritage et qu'il avait perdu dans les jouissances de la vie et qui est revenu à la maison, et l'autre qui avait toujours servi son père, ne comprenant pas pourquoi il avait encore droit à un héritage le jour de la mort de son père. Donc ceci pour dire, c'est l'un des enfants qui sollicitait souvent ses parents pour des crédits, mais que ses parents fermaient les yeux, non remboursables, ou qui a eu des études extrêmement chères, ou des dons par gentillesse, mais énormes, de grande valeur. L'autre qui a toujours resté simple, n'a jamais rien demandé, pourrait se dire le jour où son parent veut faire cette donation-partage par voie notariale, est-ce que dans une notion de bilan véritable, en toute transparence, il ne sera pas lésé parce qu'il s'aperçoit que tout au long de la vie de cet autre parent, cet autre frère ou sœur, il a bénéficié peut-être du tiers du bien des parents, et que le jour où on vient faire cette notion, il se retrouve à avoir la moitié de ce qui reste. Donc quelque part, il aura toujours moins. C'est ce qu'il a un recours, et quelle notion de temps l'on peut calculer L'exemple que vous prenez est pertinent. Un parent a fait plusieurs petites donations à droite à gauche à un ou deux enfants. Spontanément. Bon, ça peut être des petits cadeaux dont on ne tiendra pas compte. Hein. Bon. Mais le jour où il sera décidé à faire sa donation partage avec celui qui n'a rien reçu, par exemple, eh bien, on fait ce qu'on appelle le rappel des donations antérieures. C'est-à-dire que dans l'acte, le notaire va expliquer que l'enfant Paul a déjà reçu, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il a reçu tel bien. Donc on tient compte de ce qu'il a déjà reçu. Et ça fait partie de son lot. Donc l'autre enfant ne sera pas lésé, puisqu'on établira les lots en fonction de ce que l'un des deux a déjà reçu et de ce que l'autre va recevoir. Et là encore, il y aura une égalisation à faire. S'il y a des marges importantes, il y aura une égalisation à faire par le biais des soultes, c'est-à-dire par le biais de sommes d'argent qui pourront compenser le manque à gagner de l'un de l'autre. Mais ne perdez pas de vue que le fait d'avoir donné déjà par des actes successifs à un enfant permet toujours, lors d'une donation-partage, de récupérer tout cela et de dire on remet tout dans le même paquet. Ce n'est pas à dire que je reprends ce que j'ai donné. Non, je tiens compte du fait que j'ai déjà donné tant de valeur à telle personne. Et la valeur que je lui ai déjà donnée fait partie du lot, de son lot, dans la donation-partage. Donc ça n'est pas perdu. Caricature rapide. Selon ses estimations, dans l'histoire de cette famille, celui qui a perçu, en fait, a trop perçu par rapport à ce qui reste. Est-ce que l'un des frères, toujours par voie notariale, ou frères et sœurs, en tout cas des autres enfants estimant être lésés, quand on fait ce calcul, s'aperçoit qu'en fait que c'est l'autre qui, de son vivant, a eu beaucoup d'avantages, doit même de l'argent aux autres pour qu'il y ait un partage équilibre. Eh bien, écoutez, c'est toujours pareil, c'est une question de balance. C'est une question de balance. Si la balance penche plus d'un côté que de l'autre, il faut rétablir l'équilibre. Il faut rétablir l'équilibre. Ça se rétablit soit, encore une fois, par des versements de sommes d'argent, soit les enfants s'entendent pour dire nous, on se satisfait de cela. Parce qu'encore une fois, le partage, la règle, c'est l'égalité, mais s'il n'y a pas eu forcément égalité, qu'il y a une petite différence, qu'il y a un enfant qui a été avantagé, les autres ne sont pas tenus de demander. Ils ont le droit de le faire, mais ce n'est pas une obligation. Ils peuvent parfaitement, et on le voit très souvent, des enfants dire écoutez, c'est notre sœur qui s'est occupée de nos parents malades, elle a reçu un peu plus, on ferme les yeux, on n'en parle plus, on ne va pas faire une histoire avec ça. D'autres disent non, moi je veux mes droits, on a droit à temps, il faut. Donc c'est une question, la loi est là, elle vous dit voilà ce qu'il faut faire. Ensuite il y a les arrangements familiaux, et s'il n'y a pas d'arrangements familiaux, c'est la loi qu'on appliquera soit par le biais d'un procès, soit par un acte qui permet de rétablir des choses. D'où l'intérêt, même s'il y a entente, j'ai envie de dire, imaginaire du moment. Surtout s'il y a entente imaginaire, surtout. Voilà. Passer, valider par voie notariale pour cette notion de garantie au-delà de la vie du parent qui voulait bien faire. Exactement. Et c'est là la grande force de la donation et de la donation-partage d'une manière générale sur le testament ou le testament-partage. Parce que là, quand vous allez réunir vos enfants, vous allez faire votre inventaire ou arrangement de famille, on va dire, un pacte familial.
ben vous verrez tout de suite, est-ce qu'il y a des tiraillements, comment on peut les régler, puisque ça se fait de votre vivant. Et tout cela est consigné par acte authentique. Alors, nous conclurons sur une invitation à un prochain rendez-vous, puisqu'il existe aussi cette notion, toujours par voie notariale, de testament. Partage, on peut imaginer, ça existe, le testament partage existe, on peut imaginer que quelqu'un par testament détermine la répartition de ses biens. Mais ce n'est pas du tout le même régime et l'efficacité n'est pas la même. Voilà. En tout cas, je rappelle à tous ceux qui nous écoutaient et nous regardaient que c'est grâce à Maître Sylvain Tantin que toutes ces explications nous sont données. Donc déjà la 3e émission soumettant la notion de l'indivision. Aujourd'hui, c'était comment éviter l'indivision. Je vous rappelle à nous regarder, nous écouter, puisque nous avons déjà fait une émission sur la notion de gestion de l'indivision et comment partager cette indivision. Et bientôt, nous parlerons de cette notion de testament-partage dans cette indivision. Maître Sylvain Tantin, excusez-moi. Je vous en prie. Voilà, Maître Sylvain Tantin. Donc vous êtes le président de la Chambre des notaires de la Guadeloupe. Encore une fois, merci. Je vous en prie. Maître Tantin, bonjour. Bonjour. Nous rappelons donc que vous êtes le président de la Chambre des notaires. Oui. Avec vous, nous poursuivons ce fameux thème de l'indivision. Et surtout, aujourd'hui, comment éviter de se retrouver dans la situation d'indivision. Mais avant ce fameux grand thème, rappelons à tous ceux qui ont raté les 2 précédentes émissions, nous avons défini cette notion d'indivision par la notion de partage et par cette notion de gestion préalable. Oui. Déjà, rappelez-nous, l'indivision, pour ceux qui entendent ce mot pour la première fois. D'accord. Donc l'indivision, c'est la situation dans laquelle se trouvent plusieurs personnes qui sont propriétaires en même temps du même bien. Ça peut être un bien en plusieurs biens. Donc plusieurs personnes exercent les mêmes droits, des droits de propriété en général, sur un même bien. Pour que ces gens-là puissent agir sur ce bien-là, il faut qu'ils soient tous d'accord. La règle était la suivante, il faut qu'il y ait l'unanimité pour qu'on puisse vendre, par exemple, un bien de l'indivision. Nous avons vu qu'une loi récente a permis de gérer un peu plus, avec un peu plus de sous. Tout le monde a son mot à dire et il suffit qu'un seul ne soit pas d'accord, par exemple, pour que le bien individu ne puisse pas être vendu. Voilà, grosso modo, la définition de l'indivision et le risque qui pèse sur l'indivision, ce qui nous amène à dire que l'indivision doit être une situation temporaire et qu'il faut tout faire pour en sortir. Nous avons évoqué également la possibilité de faire un partage. La règle étant le partage amiable. Tout le monde est d'accord, on partage des biens, on attribue des lots, et en cas de désaccord, ou on n'arrive pas à s'entendre sur la formation des lots, on peut demander au tribunal de se prononcer, qui nomme un expert. Enfin, il y a une procédure qui se met en place. Donc à côté du partage amiable, il y a le partage judiciaire qui permet également de sortir de l'indivision. D'accord. Nous voyons aussi dans cette notion de partage qu'il pouvait y avoir des difficultés au niveau de l'indivisaire absent, donc des ayants droit absents ou considérés comme incapables ou défaillants, succinctement en même pas 30 secondes. Alors, les indivisaires incapables, ce sont les indivisaires qui n'ont pas la capacité d'agir, soit qu'ils sont mineurs, soit qu'ils sont majeurs, sous tutelle. Donc pour ces indivisaires, il y a une procédure qui permet de faire intervenir le juge. Le juge qui, là encore, la procédure a été allégée pour permettre un partage plus facile. S'il y a un indivisaire, l'un des indivisaires qui ne se prononce pas, qui ne dit rien, on ne sait pas ce qu'il veut, c'est ce qu'on appelle un indivisaire défaillant. Dans ces conditions, là encore, le texte permet de faire nommer quelqu'un qui le représentera et le partage sera validé ensuite par le juge. Et aussi, vous nous disiez, dans cette notion de partage, on peut aussi imposer par voie de justice à l'un des indivisaires, donc ayant droit, à statuer, à intervenir. Absolument. L'indivisaire qui ne dit rien, qui ne prend pas position, on peut le mettre en demeure. Au bout de 3 mois, s'il ne répond pas à la mise en demeure d'avoir à prendre position, on demande au juge de désigner quelqu'un qui le représente et c'est le juge ensuite qui valide le partage qui a été signé par le mandataire en question. Alors, merci maître. Aujourd'hui, nous rappelons donc c'est le thème comment éviter de se retrouver dans cette situation d'indivision, qu'on ait choisi d'y entrer en tant qu'indivision ou qu'on le soit de manière naturelle par ce bien de l'héritage. Je rappelle que notre base de travail s'effectue sur l'article... Souplesse l'indivision puisqu'elle a permis qu'une majorité des 2/3 des droits individus puissent faire certains actes pour pouvoir faire avancer les choses et puis essayer de sortir de l'indivision. Mais brièvement, un indivisaire peut toujours accomplir seul. Un indivisaire, c'est celui qui fait partie des propriétaires.
Donc l'un des indivisaires peut accomplir seul des actes conservatoires. Par exemple, je reprends le même exemple d'une maison qui risque d'être détruite par un cyclone. L'un des indivisaires se rend compte que la porte est fermée, est mal fermée, ben il va la consolider, il a le droit. Il a le droit de le faire parce que ça permet de sauvegarder le bien. Donc, indépendamment de ces actes conservatoires, la majorité des 2/3 des droits indivis peut prendre des actes de disposition, par exemple faire un bail, c'est-à-dire une location d'habitation, mais pour la majorité des actes de l'indivision, des actes sur les biens de l'indivision, c'est la règle de l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord, il n'y a pas de prééminence, il n'y en a pas un qui compte plus que les autres, il n'y a pas de problème de droit d'aînesse, il n'y a pas de problème de majorité. 815 et suivant du Code civil, pour ceux qui veulent le feuilleter en même temps. Et cette fameuse loi que nous citions, qui a révolutionné cette notion de division, c'est cette loi du 23 juin 2006. Donc déjà, dans cette notion, comment éviter de se retrouver en indivision, il y a cette fameuse action qui est la donation. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on doit comprendre par donation dans l'indivision? Alors, l'article 815, c'est un article qui ouvre le chapitre de l'indivision dans le Code civil. C'est un article par lequel la loi édicte fortement que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. C'est ce qui explique qu'on puisse faire une action en justice pour sortir de l'indivision. Je vous rappelle qu'il y a globalement 2 manières d'entrer dans l'indivision. L'indivision volontaire, ce sont des gens qui décident ensemble d'acheter un bien, donc d'être ensemble propriétaires d'un bien. Et puis, la plus grande majorité des cas, l'indivision forcée, l'indivision subie, celle que nous connaissons à l'occasion des successions. C'est-à-dire qu'un propriétaire décède, ses héritiers